Bienvenue sur Good Visa, le podcast pour prendre soin de soi et découvrir le monde. Partez à l'exploration de votre monde intérieur et de celui qui vous entoure. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute. Lorsque tout est conscient. Dans cet épisode, j'ai l'honneur de recevoir Leila Del Monte, spécialiste en communication animale depuis plus de 25 ans. Leila a eu l'occasion de séjourner plusieurs fois à Hawaï. À chaque visite, elle s'est sentie profondément connectée à cette terre et à la beauté de sa nature. Nous explorerons ensemble les légendes de cette île vivante, le quotidien des populations locales et bien sûr les animaux de cette terre sacrée. Les animaux ont toujours occupé une place exceptionnelle dans la vie de Leila. Elle partagera avec nous des moments de son parcours et nous éclairera sur la communication animale. De quoi s'agit-il ? Les animaux peuvent-ils vraiment communiquer avec nous ? Sont-ils capables de sentir nos émotions ? Préparez-vous à découvrir des exemples surprenants qui pourraient bien changer votre façon de voir les animaux. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Leila. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui ? Ça va très bien, merci. Donc là, vous êtes en direct de la Californie, si je ne me trompe pas. Oui, je suis à Los Angeles, oui. Super. Donc merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Pour expliquer un petit peu à l'audience, on avait prévu de faire cet enregistrement il y a presque 6 mois. Et en fait, voilà, la vie fait que on a dû décaler, repousser, puis au final, on est là aujourd'hui. Et au final, le timing est parfait. Donc merci beaucoup. Donc, Good Visa, comme je vous l'ai expliqué, c'est le podcast à la fois voyage, à la fois bien-être. Et quand je vous ai parlé de voyage, vous m'avez parlé d'une destination qui m'a beaucoup intriguée, c'est Hawaï. Oui. Donc, on va parler d'Hawaï dans un premier temps et dans un second temps, on va parler de communication animale puisque vous êtes la spécialiste, la référence. Et comme je le disais dans d'autres épisodes, je trouve que le bien-être, ça touche au final tout le monde. Donc, pourquoi pas aussi ces êtres chers qui partagent notre vie et puis qui nous apporte aussi beaucoup de bien-être. Donc dans un premier temps, Hawaï. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a amené à Hawaï et pourquoi ? Oui. Alors, j'ai eu plusieurs voyages à Hawaï. Donc, la première fois que j'ai été, c'était à l'époque où j'étais danseuse de flamenco. Et on avait une tournée dans toutes les îles. Et évidemment, j'ai complètement adoré. C'était waouh. D'ailleurs, c'est la première fois où je me suis endormie avant d'aller sur scène. Tellement j'étais relax. Donc, jamais de la vie, je vais m'endormir avant d'aller sur scène. Mais là, on est très relax quand on est là-bas. Donc, ça, c'est ce qui est arrivé. Après, je suis retournée. J'étais à Big Island. Et Big Island, où j'étais en train d'étudier le Kunlun. C'est une technique un peu comme de Qigong, avec un grand maître qui habitait là-bas. Après, je suis retournée et j'étais plusieurs fois à Kauai. Kauai, c'est... j'avais un ami qui était là-bas et j'ai été régulièrement un peu sous forme un peu retraite et choses comme ça. Et après, la dernière fois que j'étais, c'était sur Maui, qui est l'île quand même la plus touristique, je pense. Pour expliquer peut-être à l'audience, effectivement, donc Hawaï, c'est situé, pour le rappel, dans l'océan Pacifique, à 3900 km de la côte californienne. C'est un État américain, un archipel volcanique qui est composé de plus de 137 îles, avec les 8 plus connues, donc Hawaï, qu'on appelle aussi de Big Island, comme vous venez de le dire. Il y a aussi Maui, il y a aussi Oahu, celle dont vous avez parlé. Et d'ailleurs, Oahu, c'est là où il y a la capitale Honolulu, où est né le président Barack Obama. Oui, c'est ça, voilà. Et la première fois où j'étais, on a atterri, on était d'abord à Oahu, et après on a fait la tournée dans toutes les îles. Fantastique. Et vous êtes resté combien de temps du coup ? Alors, la tournée, c'était pas tellement long, je sais plus combien de temps on était, peut-être 2 semaines pour la tournée. Et sinon, les périodes de temps, oui, c'est à peu près 2-3 semaines à chaque fois quand j'ai été. D'accord, donc ça vous a laissé quand même bien le temps de vous imprégner de la culture. Donc vous expliquiez déjà
cet apaisement que vous avez trouvé en arrivant sur cette île. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui. Bah, alors, en fait, Hawaï, c'est le seul endroit où j'ai été où, où j'ai la sensation que, que ça vibre. La terre, elle vibre. Quand je marche sur la terre, euh, et la nature, c'était juste pas pareil que les autres endroits. Pourtant, j'étais élevée dans une île, euh, j'étais quand même dans beaucoup d'endroits de nature, mais c'est le seul endroit, en tout cas, où moi, personnellement, peut-être que c'est peut-être pas pour tout le monde, où j'ai vraiment réussi à me connecter à la terre et à la nature. Voilà, comme si ça avait une conscience. C'est la seule fois où j'ai senti ça. C'est D'accord. le seul endroit. Et c'est vrai qu'effectivement, en termes de région, c'est donc il y a de tout en fait. À Hawaï, il va y avoir donc on parlait d'Oahu où là ça va être l'île la plus peuplée de l'archipel, Oui, le centre économique, politique d'après les recherches que j'ai faites. On va avoir Maui où ça va être plus des plages de sable noir. Hawaï où ça va être connu pour ses volcans actifs et ce parc national des volcans. Enfin, il y a vraiment aussi toute cette, de ce que j'ai cru comprendre, toute cette végétation luxuriante, les plantations d'ananas, les petites îles privées. Vous avez vu en fait tout type de paysage du coup à Hawaï. oui, oui, c'est extraordinaire. Et puis, le, la partie, quand j'ai vu les plages noires, ah, c'est vraiment frappant. Ça, c'était sur Big Island. C'était un endroit très, très isolé. J'étais invitée pour quelque chose avec du yoga et tout ça. C'était comme quelque chose de très retiré. C'était pas du tout proche des parties habitées. Et il fallait descendre une falaise. Et là, la plage, mais c'est incroyable. C'est noir, 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 noir. Le sable que ça donne sur l'eau turquoise. Et le contraste entre le noir de la plage et l'eau turquoise avec les montagnes, c'est frappant. Et partout, vous sentiez cette atmosphère de terre qui vibrait ou c'était vraiment à des endroits en particulier dans l'île? Moi, j'ai eu ça partout. Bon, peut-être pas dans la ville de Oahu, mais toutes les parties de nature de Hawaï, j'ai eu ça dans toutes les îles. Mais plus dans l'île de Kauai. L'île de Kauai, c'est quand même, c'est mon île préférée. C'est ce qu'on appelle le Garden Island, l'île jardin. Une luxure de fleurs, d'arbres fruitiers. C'est magnifique. J'allais justement vous demander votre île préférée et donc on a la Oui, réponse. oui, c'est quand même vraiment Kauai, parce que j'ai fait toutes les îles. Mhm. Oui. Et après, il y a une toute petite île, ça y est, j'ai oublié le nom, la plus petite, où en fait, c'est que pour le tourisme. Enfin, à l'époque, maintenant, je ne sais pas, mais ça, c'est quand même, il y a pas mal de temps en arrière, c'est au 15 août. C'est quand j'étais, parce que je ne suis pas retournée à cette île-là. Quand il y avait ces concerts, c'était peut-être il y a 20 ans, hein. Et il y a deux hôtels dans l'île, c'est tout. Et enfin, c'était comme ça avant. Mais je pense que ça n'a pas changé beaucoup parce que c'est une toute petite île. Et donc, il y a un hôtel dans le sud et un hôtel plus dans le nord. Euh, et donc, il y a un hôtel qui serait plus ouvert sur la plage et tout ça. Et l'autre qui est plus dans le nord, ça serait un hôtel qui est plus un peu hivernal, un peu style plus anglais comme ça. Enfin, je préférais celui du sud. Mhm. Mais et oui, il y avait que ça. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment des habitations là-bas et c'est tout petit cette île. Et pour ma part, quand je pense à Hawaï, je pense tout de suite à ces vagues impressionnantes, à toutes ces compétitions de surf. Est-ce que ça vous a frappé? Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit justement avec ces vagues impressionnantes Oui, à Hawaï? oui. Alors il y a des parties évidemment où il y a énormément de surfers qui vont pour les grandes vagues et tout ça. Mais moi j'étais beaucoup dans des endroits où l'eau elle est incroyablement calme et il n'y avait pas les surfers. Et l'eau D'accord. elle est turquoise, elle est calme, incroyable. Et après évidemment il y a des endroits où oui, effectivement il y a les grandes vagues. Oui, Hmm. Donc j'imagine que vous avez peut-être pu voir, observer la faune et la flore, peut-être oui, des espèces spécifiques. J'ai vu qu'il y avait apparemment des... Alors, l'espèce endémique d'Hawaï, ça semblerait être le phoque moine, une sorte de phoque qui vit dans oui, les eaux chaudes. Vous avez pu les observer? oui, oui, oui. Ça j'ai pu voir plusieurs fois les phoques. Parce qu'ils ont on appelle ça un lighthouse, comment ça s'appelle en français. Là où il y a Les phares? les phares, oui, les tours avec les phares c'était pour les bateaux originellement. Et donc de là, il y a comme des espèces de grandes jumelles où on peut voir.
les phoques. Donc oui, il y a pas beaucoup de faune là-bas. Il y a beaucoup d'oiseaux. D'accord. Euh, il y a énormément de poules sur Kauai. C'est hallucinant. On arrive et si on va quelque part, on va dans un parking, il y a des tonnes et des tonnes de poules qui arrivent. Et moi, j'appelle ça le paradis des poules. Parce que Incroyable. elles, elles ont tellement de maltraitance partout dans le monde. Et en fait, elles ont un paradis sur Terre. Et c'est là-bas. Et c'est principalement Kauai. C'est toutes les îles, quelque part, où il y a les poules. Mais c'est surtout Kauai. Et en fait, c'est parce qu'il y avait... il y a eu des personnes qui étaient là, je pense que c'était de Philippines, et qui faisaient des bagarres de coqs. Et il y a une période, je sais pas quelle année c'était, où il y avait comment on dit, un orage, enfin, un storm, un grand, Une tempête? oui, une grosse tempête, pas un tsunami, mais une grosse tempête. Ils se sont échappés. Et après, ils ont sont mis à se reproduire, et les gens les tuent pas. Et il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de poules. Donc, quand on arrive, par exemple, sur un parking, on est entouré de poules. Très bizarre. C'est fou. Comme ça. Ah oui, c'est très étrange. Et puis, quand on voyage dans l'île, euh, donc si on va quelque part en voiture, il y a plein de poules partout, dans les chemins. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que j'adore faire ce podcast parce que justement, on peut avoir ce type d'anecdote qu'on ne trouve dans aucun guide. Parce Oui, que ça, ils vont pas en parler dans les guides. voilà. Oui, oui. Donc vous avez vu beaucoup de poules. C'est vraiment frappant. Et oui, ouais, et c'est un endroit où il y a pas d'animaux sauvages, il y a pas à part Ah les oui. animaux marins, il y a vraiment, il y a très peu de faune, il y a pas de prédation. Donc, il y a pas les grands serpents. Bon, il y a des araignées, l'horreur, il y a des grosses araignées, mais il n'y a pas comme des serpents ou des prédateurs, quoi. Il y a pas. Et des singes, ce genre de choses, il va pas y avoir. Ça va Non, plus il n'y être a des pas. oiseaux. Non, non, c'est beaucoup d'oiseaux. C'est pas comme quand j'étais au Costa Rica, et là, il y a vraiment, il y a beaucoup de prédation, il y a beaucoup d'animaux prédateurs, mais il n'y a pas du tout ça là-bas. D'accord. C'est rien à voir. Et les animaux qui sont là-bas, la plupart des animaux, c'est des animaux qui ont été amenés. Oui, qui ont été importés, ouais. Oui. Mais justement, quand vous parlez des animaux marins, est-ce que vous avez vu tout ce qui est raies manta, les tortues vertes, les baleines à bosse, ça, est-ce que c'est très riche? Par Oui, exemple, si on veut aller faire du snorkeling, est-ce qu'on va avoir beaucoup de poissons? oui. Alors, les gens qui savent, moi, je ne sais pas nager et j'ai la trouille et j'ai manqué de me noyer plusieurs fois. Donc, je ne suis pas la personne adéquate pour parler de ça. Mais oui, effectivement, on peut prendre un bateau et on peut faire le snorkeling et voir toutes sortes de poissons incroyables. Mais ça, je n'ai pas pu voir parce que je ne peux même pas monter sur un bateau. Je suis malade immédiatement. Donc, je suis pas la personne marine. Je ne suis pas un être marin. Mais j'ai vu des tortues. J'ai vu Ah, des grosses super. tortues extraordinaires, oui. Et d'ailleurs, à un moment, j'ai travaillé pour, ça s'appelait MED de quelque chose, et c'était un groupe français qui faisait de la recherche scientifique et qui travaillait avec les tortues marines, mais ils étaient basés à Hawaï. Et je crois que c'était un D'accord. Big Island. Et j'ai travaillé beaucoup avec eux pour sauver des tortues qui étaient abîmées par des bateaux travaillé beaucoup, beaucoup avec eux. Ça, je me rappelle plus leur nom. C'est quelque part dans ma biographie. Med quelque chose. Et ils étaient basés à Hawaï. Ah, c'est génial que vous ayez pu faire ça pour les aider. C'était vous soigner les tortues. Ah, j'en ai fait plein. J'ai fait plein de tortues en soins. Des fois en communication pour savoir si on pouvait les remettre à l'eau, savoir comment ils étaient, tout ça. Oui, j'en ai fait beaucoup, des cas comme ça. Ah, Et des, génial. des tortues vraiment abîmées par les hélices des bateaux, Oui. en très mauvais état. Et donc, ils m'appelaient et je faisais les soins. Oui. Et oui, parce qu'à l'époque, vous étiez déjà en fait dans la communication animale. Oui, 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 oui. Et d'ailleurs, en parlant ça fait des années, en parlant de ça, donc en parlant du Pacifique, je travaille avec une scientifique qui s'appelle Agnès Benet. Elle est française, elle est à Tahiti, et elle a une association pour la protection des espèces marines. Et donc, j'ai pas mal travaillé avec elle aussi pour des orques, des phoques, des baleines qui sont en mauvais état. Enfin, oui. Oui, ça c'est aussi dans le Pacifique, sauf que c'est à Tahiti et il y a beaucoup de tourisme et il y a beaucoup de choses qui sont pas bien à cause du tourisme. Hmm. Et vous avez senti ça peser justement sur Hawaï, peut-être
cette pression touristique qui vient peut-être gâcher un peu la faune, la flore, ce paysage. Il y a peut-être trop d'hôtels qui se développent, même déjà à l'époque, Oui, j'imagine. oui, il y a quand même ça. Mais Tahiti, c'est pire, je trouve. Par rapport aux animaux, en tout cas, Tahiti, c'est nettement pire. Par rapport aux espèces, c'est mieux protégé aux États-Unis, je pense. Je peux me tromper, hein. Mais ça, c'est d'après ce que je sais par rapport à cette femme extraordinaire qui s'appelle Agnès Benet. Je ne me rappelle plus le nom de l'association parce que je peux la retrouver. Mais oui, oui, il y a une pression touristique, ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais ce qui est intéressant là-bas, évidemment, il y a beaucoup de légendes à Hawaï et il y a des légendes que... Alors, c'est pas pareil, les touristes qui viennent une semaine, voilà, ils viennent juste comme ça. euh, L'île, elle fait rien, mais c'est vraiment une île qui est vivante. Et il y a des légendes que l'île, il faut qu'elle accepte les personnes, il faut qu'elle les accepte. Et donc, moi, à l'époque, je me rappelle, j'avais été avec un ami et moi, je suis arrivée et je savais que j'étais acceptée. Je le sentais, que l'île m'acceptait. Et je m'étais jamais sentie aussi bien de ma vie. C'était vraiment un bonheur, justement, en parlant de bien-être. Mais cette personne, il a eu des accidents non-stop, tout le temps. Et, euh, et donc, la légende, c'est que l'île peut rejeter des personnes. Et il leur arrive des choses jusqu'à ce qu'ils partent. Incroyable. Oui, il y a des légendes, il y a beaucoup de légendes. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont à voir avec respecter la terre, respecter les divinités. Donc, chaque volcan a une déesse ou un dieu qui lui correspond. Et c'est très réel, tout ça. Donc, moi, je me rappelle quand je suis arrivée, c'était pas la première fois. La première fois, c'était la période de la tournée. Mais une des fois où j'ai été, j'étais avec des amis et j'ai été à chaque coin de l'île, c'était sur Kauai, pour faire des rituels pour l'île, des offrandes. Ah, c'est super ça. Et que vous parliez de légendes, j'en avais noté quelques-unes justement dans mes recherches. Les gens d'Hawaï expliquent que la création de leur archipel par des mythes et des légendes retrace l'histoire des dieux, donc comme vous l'évoquiez, et on retrouve l'histoire du demi-dieu Maui qui tira avec son hameçon l'île, portant donc le même nom depuis le fond de l'océan, et il aurait aussi capturé le soleil pour ralentir sa course et permettre aux hommes de profiter de journées plus longues. Et il y a aussi celle de la jalouse Pélée, la déesse du feu et des volcans, qui se joua lors Voilà, d'un duel avec Poliahu, je ne sais pas si je le prononce bien, déesse de la neige. Poliahu. Donc j'allais vous demander effectivement si ces légendes perduraient dans le quotidien, et apparemment oui. Oui, alors peut-être pas pour les touristes, mais pour les Pélé, franchement, c'est la déesse il faut la pacifier. C'est la déesse du volcan. Donc évidemment, toutes ces légendes, elles sont basées sur des situations naturelles. Par exemple, le volcan qui se réveille et qui va mettre du feu, des cendres. Il y a les légendes derrière, mais est-ce qu'il y a plus que ça derrière ces légendes? Moi, je pense que peut-être oui, mais on n'en sait rien. Parce qu'il y a quand même des légendes de dieux et de déesses partout dans le monde. Bien sûr. Avec, il faut les pacifier, ils s'énervent. Donc, c'est des choses de nature. Est-ce qu'il y a des choses par rapport à euh, des êtres d'autres dimensions auraient été là à un certain moment? Tout ça, j'en sais rien. Mais Pélé, oui, il faut la pacifier. Et d'ailleurs, quand on n'a pas le droit, donc ça, les gens de l'île, ils le savent, on n'a pas le droit de prendre du sable ou des coquillages ou des choses comme ça. C'est considéré sacré. Et on n'a pas le droit de les ramener autre part. Donc, par exemple, même à l'aéroport, s'il y a des gens qui vont avoir du sable ou des choses, ils ne les laissent pas. Ah oui, bien. Alors, les touristes, évidemment, ils font ça. Ils essayent de cacher tout ça, mais normalement, on n'a pas le droit. Et ils disent, enfin, dans les légendes, que si on prend du sable ou des coquillages ou des choses comme ça, euh, il y aura une mauvaise fortune derrière. Mm. On n'est pas supposé, parce que ça appartient au dieu de l'île. Très bon message à faire passer. Je crois que c'est quand j'étais allée en Turquie que, pareil, ils le mettaient vraiment partout, qu'il fallait pas ramener de coquillages. Le sable, je pense pas qu'ils le mentionnaient, Oui. mais c'est fou qu'il y ait ça. Et justement, en parlant de toute cette culture, qu'est-ce qui vous a peut-être le plus interpellé dans peut-être des coutumes que vous avez vues, des événements marquants, par exemple des rituels qu'ils faisaient, ou je sais que la danse est assez... la danse hula, cette forme
de danse accompagnée de chants. On parlait de la connexion avec la nature, la musique. Est-ce qu'il y a des éléments de la culture hawaïenne qui vous ont marqué? Alors, pas tellement au niveau de la danse, parce que la danse, c'est quand même très pour les touristes, quand même ce qu'ils font. Donc, parce que là, je m'y connais quand même un petit peu en danse. Bien Donc, c'est sûr. très présentation tourisme, mais c'est magnifique. De toute façon, c'est très beau. Sur les hommes, c'est beaucoup plus guerrier. C'est beau, que les tambours, tout ça. Mais c'est vrai que les présentations qu'on peut voir, c'est quand même des présentations touristiques. Donc, c'est peut-être pas ça qui m'a interpellée. Moi, je pense que ce qui m'a le plus interpellée, pour toutes les fois où j'ai été, c'est la nature. C'est cette sensation de cette nature avec laquelle on a l'impression qu'on peut lui parler, qu'elle vibre, elle est consciente. Et je sais que tout est conscient, mais je le sens pas. En tout cas, je suis à Los Angeles, je sens pas du tout que la Terre, elle est consciente. Ici, c'est tellement artificiel, mais là-bas, on le sent. Hmm. Et peut-être, est-ce que vous avez échangé avec... Enfin, est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger avec des locaux? Oui, j'ai eu des échanges parce que la personne chez qui j'allais habiter, il œuvrait pour les droits des locaux. Parce qu'évidemment, comme ça a été repris les États-Unis et que c'est devenu un problème, parce qu'en fait, maintenant, Hawaï, c'est tellement cher, parce qu'en Ah oui? fait, bah oui, toutes les grandes corporations, tous les acteurs célèbres, toutes les grandes corporations, les Googles et machin, enfin, je ne vais pas les mentionner, mais on sait de quoi je parle, toutes les grandes corporations, ils ont tous été achetés là-bas. Et donc, ils ont acheté le terrain, ils ont acheté les maisons, et ça veut dire que les locaux, ils peuvent pas payer les prix. Parce que le real estate, les prix a tellement monté, très, très cher. C'est très cher. Les logements sont hyper chers, c'est encore plus cher que Los Angeles. Et la nourriture est très chère parce que tout est importé, parce que c'est une île. Et les produits qui sont de l'île, ils sont exportés. Donc, tout ce qui va être les ananas, les mangues, enfin les choses typiques de l'île, ils sont exportés. Donc, il faut aller au petit marché pour trouver les fruits et tout ça. Il faut aller dans des petits marchés locaux. Mais c'est très cher, très, très cher. Donc, les locaux, donc cette personne, il travaillait pour les droits des locaux. D'accord. Et est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans chez les Hawaïens, dans leur accueil peut-être, dans leur façon d'interagir, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué? Alors, ils n'aiment pas tellement les étrangers. D'accord. Et ils n'aiment pas nécessairement les gens qui viennent de la péninsule des États-Unis Hmm. parce que parce qu'ils sentent qu'on leur a enlevé les choses. On leur a enlevé. Mais il y a des traditions, il y a des très belles traditions et j'ai pas pu voir beaucoup de. J'ai vu quelques rituels. euh, c'est très païen en fait dans le style. Euh, mais oui, et c'est pas nécessairement, ils aiment pas nécessairement les gens qui viennent de la péninsule. Et c'est vrai que ça, j'ai oublié de faire le petit rappel historique. J'aime bien faire ça dans les épisodes, retracer quand même un petit peu pour redonner des axes à l'audience. Donc c'est vrai que l'histoire d'Hawaï, elle est imprégnée de la rencontre entre les cultures polynésiennes pardon, et occidentales. Et donc dans une première étape, il y avait donc le peuplement polynésien avec les premiers habitants d'Hawaï qui étaient donc des Polynésiens. Ensuite, le capitaine britannique James Cook est venu explorer, ça a été un des premiers au XVIIIe siècle. Et donc ces visites ont eu des répercussions importantes, bien évidemment, sur l'histoire de l'archipel. Ensuite, au début du XIXe siècle, le roi Kamehameha, à l'époque, a réussi à unifier les îles sous un seul royaume. Ensuite, après, bon, je fais en version très accélérée, mais après, il y a eu donc les missionnaires américains qui sont arrivés à Hawaï, qui ont apporté leur culture, le christianisme. Il y a eu un certain développement économique par la suite, mais par contre, en 1893, c'est là qu'un groupe de résidents d'origine américaine renverse la monarchie hawaïenne à l'époque. Et petit à petit, Hawaï va donc devenir un territoire américain en 1900 et ça sera officiellement le 50e État des États-Unis en Oui, 1959. Donc c'est oui. vrai que c'est récent sans l'être, mais de ce que vous me dites, ça reste très présent donc dans leur culture.
Oui, oui, j'aime beaucoup les histoires et les légendes par rapport au roi, le roi et la reine et comment ils vivaient, tout ça. J'ai beaucoup aimé ça. Mais c'est vrai que la venue des Américains, c'était pas exactement positif. De toute façon, quel que soit le pays, chaque fois qu'il y a une forme de colonialisme, c'est pas nécessairement, on peut pas dire que c'est Mhm. positif. Oui. Oui. Et est-ce qu'il y a beaucoup j'imagine qu'il y a beaucoup d'Américains, enfin touristes et peut-être des Américains qui viennent vivre à Hawaï ou qui, en fait, sont nés à Hawaï et on les Oui. Oui, il y a beaucoup de touristes et il y a beaucoup d'Américains et il y a beaucoup de gens de Californie qui ont été. Mais après, ils peuvent plus. Beaucoup de gens partent parce qu'ils peuvent pas payer, c'est tellement cher. Donc, si c'est pas les gens qui sont du milieu cinéma et avec les grandes sommes, les gens moyens, ils n'arrivent pas. C'est super cher. Moi, il y avait une période où je voulais vivre là-bas. Je voulais vraiment aller vivre à Hawaï parce que j'aime tellement cet endroit. Mais alors, c'est pas possible, quoi. Faut vraiment. C'est vraiment. Waouh, c'est très, très, très cher. Et j'imagine que si c'était le cas à l'époque, maintenant ça doit être de pire en pire avec Ah oui, oui, c'est pire. les crises que... Oui, oui, oui. Moi, j'ai des amis qui sont partis, qui ont vécu là pendant des années et ils sont partis parce qu'économiquement, c'était juste devenu impossible. Pas tenable. Oui. Je vois que le temps passe tellement vite, j'aimerais parler d'Hawaï pendant des heures et des heures, mais peut-être pour terminer sur cette partie, j'aime bien parler gastronomie dans le podcast. Oui. Est-ce qu'il y a certains plats typiques d'Hawaï que vous avez goûtés qui vous ont marqué? Alors là, non, pas nécessairement. Non. Non, de toute façon, je suis pas très nourriture. Euh, alors, évidemment, il y a beaucoup de choses à base de poisson. Ben, c'est normal puisque c'est au bord du Pacifique. Mais de toute façon, j'ai trouvé ça très américanisé. Ah oui. Et comme la nourriture américaine, elle est horrible, donc de toute façon, j'ai trouvé, à part les fruits, à part les ananas et les fruits, hmm, Parce que de ce que j'ai lu, bien évidemment, on pense aux pokés, les pokéballs qui sont devenus oui, tellement... alors, je pense aux États-Unis, c'est pareil, mais en France, on a énormément de oui, pokéballs, les Pokéballs, oui, voilà, oui, à gogo. Donc, cette salade de poisson cru, qui est généralement à base de thon ou de saumon, qui sont marinés dans des sauces, avec du sésame, il y a du riz. Et en fait, donc, ça vient d'Hawaï, parce qu'en fait, à la base, les pêcheurs hawaïens, dès qu'ils étaient de retour de leur virée en mer, ils devaient éviscérer pardon, et débiter la chair en cubes. Et poké, ça signifie couper en morceaux en oui, fait. Donc c'est oui. de là que vient le terme, donc je trouvais ça rigolo de le mentionner. Et effectivement, j'ai vu qu'il y avait tout ce qui est ananas, le café qui est très connu apparemment là-bas, les noix Oui, les noix de coco. la noix de macadamia aussi, apparemment. Oui, alors moi, j'ai eu beaucoup de noix de coco là-bas, c'est extraordinaire. Mais évidemment, après, tout devient touristique. Ça veut dire, après un moment, à l'époque, si on était dehors dans un marché, 5 dollars la noix de coco, enfin, alors qu'il y en a partout. Il y en a partout, partout, partout. Il y a des cocotiers. D'ailleurs, il faut faire attention pour que ça ne tombe pas sur la tête. C'est ce que j'explique avec le tourisme, c'est que tout est devenu très commercialisé. Mais les Pokeballs, par contre, je pense qu'il y a une influence autre qui est au-dessus. Parce que tout ça avec le sésame et tout ça, il y a une influence du Japon. Je pense que c'était pas comme ça originellement, en tout cas. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de poissons. Et d'ailleurs, mais je reviens, comme je vous l'avais expliqué, d'un voyage au Japon et j'étais chez une amie dans une île qui s'appelle, enfin, sur une ville qui s'appelle Fujisawa. Et en fait, l'influence d'Hawaï dans cette ville est incroyable parce qu'il y a des magasins hawaïens partout, Oui, des surf shops hawaïens et voilà, je pense aussi qu'avec l'histoire, même si c'est à peu près 10-12 heures de vol, je pense quand même entre Hawaï et le Japon, c'est quand même pas la porte ah, à c'est quand côté. même? Oui, c'est quand même Non, assez mais ils loin. sont quand même en face. Peut-être un peu moins alors, ouais, peut-être un peu moins. Parce que c'est pour ça, il y a une base militaire à Hawaï, qui est, Oui, je pense, quelque part. En tout cas, il y avait, je suis pas très douée dans les choses politiques et tout ça, mais il y avait une base militaire américaine à l'époque qui était juste en face par rapport au Japon. Bon, je suppose qu'ils ont leur raison, ouais. donc ça a dû créer plein de mélanges et plein Oui. d'interculturalité, on va dire. Et pour terminer cette partie sur Hawaï, qu'est-ce que vous retenez le plus dans votre cœur par rapport à cet archipel? Ah, pour moi, c'est la beauté.
C'est la beauté et c'est ils appellent ça la mère, un peu, M-E-R-E. C'est, Kawaii est toujours qualifié au féminin. Donc, c'est vraiment cette sensation du divin féminin quand on est là-bas. C'est très... toute cette beauté, cette luxuriance, cette végétation. euh, pour moi, c'est vraiment un lieu qui est très spirituel. Pour moi, tout le monde est différent. Parce qu'il y a des gens qui vont et ils vont aller que pour faire le voyage en hélicoptère, le snorkeling, les choses touristiques. Euh, mais pour moi, plus loin que ça, vraiment un lieu spirituel. Oui. Mais écoutez, moi qui avais déjà envie d'y aller, j'ai envie de vous dire que j'ai encore plus envie d'y aller malgré tout. Oui. Mais écoutez, merci de nous avoir partagé cet aspect-là. Et c'est vrai qu'on est habitué à vous entendre parler de communication animale, donc je trouvais ça chouette aussi de vous inviter à parler d'une autre expérience avec un pays qui vous avait beaucoup touché. Donc merci beaucoup. Ça me plaît. C'est vrai que si on retourne maintenant sur la communication animale, déjà, est-ce que vous pouvez peut-être expliquer ce terme pour des personnes qui ne sont pas vraiment familiers avec? Oui. Alors, juste une petite parenthèse, les pays qui m'ont le plus touché, en tout cas dans ma vie, avec ce que j'ai pu voyager moi, c'est quand même l'Inde et le Hawaï. C'est les deux pays, oui, c'est quand même les deux endroits que j'aime le plus. Merci pour la précision, c'est important. Voilà, alors communication animale. Donc ça, c'est la capacité de recevoir de l'information de façon auditive, sensorielle, visuelle, etc., olfactive, d'un animal. Donc c'est la capacité de projeter son esprit vers celui d'un animal et de recevoir de l'information. Ça, c'est la communication animale. Donc on n'est pas obligé d'être devant l'animal pour faire ça. On peut faire ça à distance. Et peut-être pour commencer, parce que bon, de mon côté, j'ai lu vos livres, votre biographie, j'ai lu plein de choses sur vous, mais pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, peut-être leur expliquer comment tout ça a commencé avec, donc en 1992, vous êtes à Madrid et une Amérindienne Cherokee vous dit « Tu danses très bien, mais un jour tu vas être guérisseuse ». Oui. C'est là que tout a commencé, je ne me trompe pas? Alors, pas par rapport à la communication animale, parce que j'étais élevée à Formentera, dans les Baléares, la petite île là, et on était dans une ferme, il y avait des animaux, et je savais comment les animaux, qu'est-ce qui se passait pour eux, comment ils se sentaient. Donc, ça, c'est quelque chose habituel, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais danseuse de flamenco, et il n'y avait que ça qui m'intéressait. Je voulais danser, c'est tout. Et plusieurs fois dans ma vie, on m'avait prédit l'histoire de guérison. Et j'étais là, ouais, ce sera pour plus tard. Et c'était pas quelque chose qui m'intéressait. Mais oui, évidemment, Dahani Waro, elle s'appelait, oui. On avait dansé, enfin, j'avais dansé avec le père de mes enfants à l'époque, qui était musicien. Et c'était pour la reconnaissance des rois d'Espagne vis-à-vis des cultures amérindiennes. Ils ont invité 10 chefs de tribu. Et donc, il y avait Dahani Waro qui faisait partie d'un des chefs de tribu. Elle était de la tribu Cherokee et qui était là. Donc, il y avait, à cette période-là, il y a eu la reconnaissance des rois d'Espagne. Et c'était par rapport au judaïsme, c'était donc, il y avait eu une prestation qui était dans la synagogue, donc comme un pardon vis-à-vis d'eux et vis-à-vis des tribus amérindiennes. Voilà. Et moi, on m'avait demandé je devais danser, et c'est là où j'ai rencontré Dahani Waro, parce qu'elle faisait partie des 10 chefs des tribus qui étaient là. D'accord. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, c'est quand même assez drôle, parce que le moment où on passe sur la communication animale, c'est le moment que votre chien a choisi quand même pour montrer sa tête. Dès qu'on a switché sur cette partie-là, sur l'écran, j'ai vu sa tête. Donc, les plus cartésiens pourront dire oui, c'est un hasard. Enfin, je suis désolée. Moi, je vous laissais parler là pour nous expliquer avec cette dame, mais j'ai vu sa tête, je me suis dit, Oui. Il a senti qu'on commençait à parler. Oui, my baby. C'est fou, c'est fou. Donc voilà, donc c'est à ce moment-là que cette dame vous dit que la guérison animale va rentrer dans votre vie. Les années se sont écoulées et quand est-ce que vous vous êtes dit, bon ok, là, tous les voyants sont au vert, c'est ma voie, je vais switcher là-dessus en fait. Oui,
Alors, il n'y a pas eu un switch, ça s'est fait tout organiquement, naturellement. D'accord. Et à l'époque, pendant que j'étais danseuse, je faisais aussi des soins aux humains parce que j'ai manqué de mourir, j'ai eu des grandes expériences spirituelles, dont des expériences à Hawaï. J'ai été guérie miraculeusement. Enfin, ça, c'est toute une autre histoire. Et ça m'a menée à ça. Et donc, je faisais des soins aux humains. Et un jour, il y a une dame qui est arrivée et elle m'a demandé pour son chat. Et elle m'a donné une photo. Elle voulait savoir quelque chose pour son chat. C'était une Américaine. Je me rappelle d'elle très bien. Et, euh, et donc, j'ai commencé à lui dire plein de choses sur son chat. Et ça fait boule de neige, boule de feu. Il n'y a pas de neige en Californie. Enfin, s'il y en a, mais pas à Los Angeles. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé pour la communication. Et, et, euh, et après, on a commencé à me demander pour des animaux. Et j'ai eu des miracles. Enfin, c'est tout à base de miracles. Ma vie, elle est beaucoup à base de miracles. Et j'ai eu des miracles avec des animaux, de soins. Et voilà, j'ai fait de plus en plus. En fait, les soins, c'est quand même ce que j'aime le plus. C'est ce que je préfère. Parce que voilà, quand on peut sauver un cheval ou un chien, un chat, quand on peut les aider à remarcher, à revivre, c'est vraiment, il y a une gratification énorme. Bien sûr. Et vous expliquez donc je mettrai bien évidemment la référence de votre livre Communiquer avec les animaux qui m'a juste bluffé. C'est vraiment un livre dont j'ai parlé à beaucoup de copines où en fait je savais pas trop à quoi m'attendre en toute franchise et en fait vous racontez tellement d'anecdotes très précises, des exemples précis de cas que vous avez rencontrés et à la fin du livre on se dit waouh, enfin je sais que les semaines et les mois qui ont suivi, je regardais plus vraiment les animaux de la même façon. Oui. Et vous expliquez dans ce livre que cette communication donc, se fait d'esprit à esprit, que c'est quelque chose de sacré, et pour vous, il y a beaucoup de télépathie, d'empathie, et comme vous l'expliquiez au début, que vous recevez les impressions de l'animal, que ça peut être sous forme de mots, d'images, de sensations ou d'odeurs, vous le disiez aussi. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple? Alors, on va donner un exemple d'odeur parce que c'est celui que les gens ont le plus de mal à comprendre, je pense. Et donc, je ne sais pas si cette histoire-là, elle est dans le livre parce que j'en ai tellement et je me rappelle que des grands cas parce que je fais ça tous les jours. Alors, après un Bien moment, sûr. c'est tout. Mais donc, ça, c'était un chat qui était perdu et c'était à Michigan. Et moi, j'avais jamais été à Michigan de ma vie. Je savais même pas comment c'était parce que je connais pas très bien la géographie États-Unis. Je connais l'Espagne, mais pas les États-Unis. Donc, quand j'ai fait le chat, j'ai clairement eu une odeur de fleur d'oranger, très claire. Et, euh, et donc, comment je fais pour avoir une odeur de fleur d'oranger? Parce que mon cerveau, il reconnaît l'odeur des fleurs d'oranger. Parce que, parce que je suis en Californie, il y a beaucoup d'orangers. Et j'ai passé beaucoup de temps en Andalousie, hein, en Andalousie. Et donc là, il y a des orangers partout. À Séville, il y a des orangers partout, enfin partout. Voilà. Donc, mon cerveau reconnaît. Donc, je lui ai expliqué à cette dame et elle m'a dit, ah, je sais où c'est. Il y a 5 jardins plus loin, il y a des orangers. Alors que c'est pas nécessairement un arbre qui est commun à Michigan, parce que c'est pas le climat. Et donc, on a retrouvé le chat. C'est là où il était. Donc, ça, c'est un exemple de clair olfactif. D'accord. Oui. Bluffant. Enfin, je Oui. suis presque pas étonnée vu tout ce que j'ai lu dans le livre aussi, mais c'est vrai qu'avec l'odorat, c'est assez impressionnant. Et peut-être du coup, quand vous sentez, peut-être, bon, des images, je pense que ça peut parler aux gens, mais quand vous dites des sensations physiques, Il y a plusieurs couches sur une communication. Donc, on va prendre un exemple. Par exemple, on va dire un chat. Je prends un exemple comme ça. Un chat qui va faire uriner dans la maison. Donc, si ça se trouve, il y a des choses basiques de territoire. Donc, on peut avoir des chats de dehors qui essaient de rentrer. Donc, il défend son territoire. Alors, il peut vivre avec un autre chat qui essaie de prendre le dessus et qui essaie de prendre la position hiérarchique. Donc, il défend son territoire. Ça, c'est les choses basiques, les choses simples. mhm, Mais après, dans la communication, on peut détecter des choses beaucoup plus profondes. Donc ça, ce serait par rapport au relationnel avec l'être humain. Et il peut y avoir une résonance, parce que je ne veux pas utiliser le mot miroir, mais il peut y avoir une résonance entre les émotions de l'être humain et celles de l'animal. On peut avoir quelque chose comme ça. Donc, par exemple, juste pile hier, j'étais invitée quelque part et il y avait une dame que j'avais déjà rencontrée et elle m'a parlé de ses 2 chats. Et donc, elle,
elle a deux chats qu'il faut absolument séparer. C'est impossible de les mettre ensemble. D'accord? Et elle m'a rappelé quelque chose que j'avais complètement oublié, parce que j'ai fait une communication pour elle il y a, je ne sais pas combien d'années en arrière, peut-être 10. Et à l'époque, je lui avais dit, oui, il y a le positionnement territorial des deux chats qui ne s'entendent pas, mais il y a, il y a un problème avec un membre de la famille et que je pensais que c'était sa sœur. Et D'accord. donc, elle me l'a rappelé, j'avais complètement oublié cette histoire. Elle me l'a juste rappelé hier soir et elle m'a dit, tu te rappelles quand tu m'as dit ça? J'ai dit non, je me rappelle de rien. Et elle m'a dit, en fait, elle a une sœur qui l'a harcelée toute sa vie. Très mauvaise relation, qui a été très abusive et qui l'a harcelée toute sa vie. Et elle n'arrivait pas à to stand up, on dit en anglais, à se positionner, quoi, à mettre les limites, à se défendre. Et quand même, c'est pas un hasard qu'elle a deux chats qui sont deux sœurs qui s'entendent pas bien. Mais je dis pas que tous les cas sont comme ça. Mais là, il y avait clairement une résonance pour elle dans sa vie. À part les choses basiques, simples, qui sont des choses territoriales. Ça, c'est ce que j'appelle la communication approfondie. Il y a pas tout le temps des choses comme ça. Mais parfois, il peut y avoir des résonances avec quelque chose qui est lié à l'être humain. J'ai plein de questions qui me viennent, mais effectivement, donc vous expliquez dans votre livre qu'effectivement, vous parlez pas de miroir, mais qu'il y a ce type de résonance, parce que vous expliquez que peu importe qu'on soit humain ou des animaux, nous avons tous les mêmes émotions. Et vous citez, vous avez cette citation d'Hippocrate que j'aime beaucoup, qui dit: «L'âme est la même chez tous les êtres vivants, c'est seulement le corps qui est différent.» Oui, Ça m'a beaucoup parlé. Effectivement, vous nous dites que l'animal sent qui nous sommes vraiment, qui vont voir nos pensées, nos émotions, et qu'on peut apprendre grâce à eux, et que ce sont de vraies éponges. Si par oui, exemple on est stressé ou qu'on est triste, ils vont vraiment venir éponger tout ça. Ou si par oui, exemple, je sais que justement l'amie chez qui j'étais au Japon, elle me racontait que son chat, dès qu'elle était malade, son chat restait à ses côtés et ne la lâchait plus dès qu'elle était malade. oui, 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 tout à fait. Mon chat, il fait pareil. Si je suis malade, il va vraiment dormir dans mes bras. Et dès que ça va mieux, ouais, là, il va dormir au pied du lit. Enfin, sur le lit, mais pas juste à côté. Mais si je suis pas bien, il va vraiment passer toute la nuit dans mes bras. C'est incroyable. Hum. Après, j'imagine que c'est pas le cas pour tous enfin, Non, non, tous les animaux sont voilà. différents. Donc, oui, ils n'ont pas tous le même rôle. Il y en a qui vont absorber, d'autres pas. D'autres qui vont accompagner, d'autres pas. Ça dépend. Mais c'est pour ça que je dis toujours que c'est important de permettre aux animaux d'aller dehors, d'avoir accès à la nature. Euh, et je sais que de nos jours, il y a beaucoup de chats en appartement, il y a beaucoup d'animaux qui sortent pas assez. Mais c'est important pour eux de pouvoir aller dehors parce que ça permet d'éliminer tout ce qu'ils vont absorber. Oui, parce que des fois, ils vont peut-être trop prendre sur eux. Oui, Si par exemple, je sais pas, quelqu'un traverse une période difficile dans sa vie avec beaucoup de colère, le chat ou le chien va trop, ou peu importe l'animal oui, en fait, va trop absorber tout ça. ça, oui. D'accord. Et vous expliquez aussi qu'ils viennent parfois pour nous donner un enseignement, ou pour attirer notre attention sur un problème particulier, et qui viennent dans notre vie en fait pour une raison, pour nous transmettre un message, et qu'au final on peut apprendre à nous connaître grâce à eux, parce qu'ils vont nous aider à nous comprendre. Oui, tout à fait. Ben oui, parce que comme justement, comme on peut pas séparer l'animal de soi, tout va ensemble. Donc, on peut vivre des choses en même temps, on peut voir des choses chez eux qui ça nous rappelle des choses de nous. C'est tout lié, tout est lié. Il n'y a pas de séparation. Donc oui, on peut se développer beaucoup. Yes. Peut-être qu'en écoutant ce podcast, il y a des gens qui vont prendre peur et se dire: «Oh là là, mais mon chat est comme ça, est-ce que ça veut dire que moi je suis comme ça?» Ou est-ce qu'il y a peut-être un juste milieu, j'imagine, à trouver dans tout ça? Ben, c'est-à-dire, chaque cas est individuel. Donc on peut pas du tout généraliser et dire parce que le chat il fait ceci, ça veut dire cela. On peut jamais faire ça. Chaque cas est individuel. C'est pour ça, moi je dis la communication, c'est un peu être le Sherlock Holmes. Faut investiguer. Faut entrer dans cet espace, se connecter avec l'esprit de cet animal et comprendre ce qui se passe. Mhm. Chaque cas est différent. Oui. Et quelque chose qui m'avait marqué aussi là je reviens peut-être un peu plus sur la partie guérison, qui m'avait beaucoup marqué dans votre livre,
vous prenez à un moment l'exemple de cette petite chatounette qui s'appelle Missy dans le livre, où là vous expliquez que donc c'est pas le chat, si vous vous connectez au chat, le chat va pas vous dire ah ben j'ai tel problème et s'exprimer avec des mots. C'est plutôt comme vous disiez des sensations et c'est vous qui transformez ça ensuite avec Oui, vos c'est ça. propres mots. Voilà. Et donc vous expliquez pour cette chatte que vous ressentiez cette faim qui ne s'arrêtait pas. Et à la fin, en fait, vous comprenez qu'il s'agit qu'elle fait une hypoglycémie. Et donc Oui, le vétérinaire qui ne trouvait pas, après maintes examens, a été positionné sur cette hypoglycémie et le chat a été guéri comme ça. oui. Alors, enfin, moi, je recommande pas ça à mes étudiants parce que faut faire vraiment attention, faut faire attention avec les diagnostics et tout ça, et avec ce qu'on dit. Mais ça, c'est si on a la chance de collaborer avec un vétérinaire, et en ayant quand même des capacités assez naturelles, parce que sinon, les gens, ils ont tendance à se projeter ou à inventer des choses, donc il faut faire attention. Mais normalement, et moi, j'ai travaillé avec beaucoup de vétérinaires, et là, on s'entraide. On s'entraide. C'est des fois, il m'appelle, que je ne sais pas ce qui se passe, qu'il a mal où, qu'est-ce qu'il a. Et des fois, c'est moi qui appelle et je dis, il y a ci ou ça. Je comprends pas qu'est-ce que ça pourrait être. Donc, on s'entraide. Et l'idéal, c'est que les vétérinaires puissent apprendre ça. Est-ce que c'est quelque chose qui, à votre avis, va finir par se développer? Parce que j'ai un peu l'impression que ça reste assez nouveau Oui, comme idée, comme concept. C'est peut-être d'ailleurs la première fois en écoutant ce podcast que des gens vont entendre ce type de solution pour aider les animaux. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va être amené à se développer ou est-ce qu'il faut patienter encore un petit peu? non, moi, je pense que c'est quelque chose qui se développe déjà. Parce que par rapport à quand j'ai commencé, il y a 25 ans derrière, il y a énormément de gens qui connaissent, qui s'intéressent. Et j'ai beaucoup œuvré pour ça, hein. J'ai vraiment beaucoup œuvré. J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup œuvré. Donc, je pense que ça y est, maintenant, c'est quand même, ça s'est développé. Le problème qu'il y a maintenant, c'est par rapport aux déviances. Donc, maintenant, il y a beaucoup de gens qui connaissent, beaucoup de gens qui font, beaucoup de gens qui apprennent, beaucoup de gens. Mais il y a quand même, en même temps, il y a beaucoup de déviances. Et donc, maintenant, c'est arrivé à mettre la justesse dans ce cheminement. Oui, à pas tomber sur des marabouts qui vont prétendre tout connaître des animaux. Oui, ça. Maintenant, c'est arrivé à pouvoir mettre la façon que moi, je considère juste. Alors, je peux me tromper, mais ce que moi, je considère qui est juste dans la communication animale. Donc, maintenant, on Mm. en est là. On en est à cette partie-là. Et est-ce que vous pensez que justement n'importe qui, par exemple, est-ce que moi, si je me plonge dedans, si j'essaie de vous expliquer aussi d'ailleurs, petite parenthèse, que pour communiquer avec les animaux, faut que ça se passe bien, il faut être connecté à soi-même, se sentir dans un espace de paix, se sentir calme. Est-ce que vous pensez que n'importe qui, si on se met dans un état d'esprit un peu méditatif, j'ai envie de dire, voilà, encore une fois, vous voyez Oui, le bien-être qui revient, oui, si on se met dans cet état de, ok, je veux essayer de communiquer avec mon animal, je vais me mettre dans un espace calme et ouvrir mon esprit, j'ai envie de dire, est-ce que n'importe qui peut s'entraîner à ce type de communication? oui. Alors, moi, je pense que oui. C'est clair qu'il y a un certain espace dans lequel il faut rentrer. Mais après un moment, quand on est habitué à le faire, alors moi, je peux pas dire que je suis dans un espace de calme et de paix tous les jours, hein. Mhm. Donc, même si je suis stressée, je peux le faire. Je peux faire des communications. Après un moment, ça devient second nature, ça devient quelque chose de habituel. Mais c'est sûr que il faut pouvoir entrer dans cet espace avant. Oui, il faut pouvoir arriver à ça. Et vous auriez des conseils peut-être pour affiner justement si on veut communiquer avec son animal? Oui. Alors, ce qui est évident, c'est que c'est mieux d'apprendre la communication correctement. Parce que quand on l'apprend, moi j'apprends aux personnes à rentrer dans cet espace, il y a un protocole, je leur donne des techniques pour cultiver cet état, et puis après on pratique énormément de communication, donc voilà, c'est fait juste comme n'importe quelle chose qu'on apprendrait, d'accord? J'apprenne le piano, que j'apprenne une autre langue, que j'apprenne, je suis obligée d'apprendre la grammaire, que j'apprenne à danser, il faut que j'apprenne les pas, le rythme, voilà. Tout ce qu'on apprend, on est obligé d'avoir, il y a une structure dans tout apprentissage. Donc là, c'est pareil. Mais pour ceux qui n'ont pas envie de faire ça,
il y a des gens qui n'ont pas envie. Dans ces cas-là, il faut pouvoir entrer dans un espèce, oui, de calme et de quiétude, mieux comprendre son animal. Parce que sinon, on est happé par les pensées et tout ce qu'on se raconte à soi-même, que c'est pas du tout nécessairement comment se sent l'animal. Et vous dites aussi justement que il faut pas qu'on hésite en fait à parler à nos animaux, à vraiment leur dire les choses, à verbaliser parce que ils vont comprendre en fait ce qu'on leur explique. Oui, 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 oui. Alors, moi, je leur parle à voix haute tout le temps. Il y a pas que la communication. La communication, c'est à l'intérieur de soi. Mais sinon, je parle à voix haute. Je leur dis, et ils comprennent. Par exemple, l'autre jour, hier, justement, la petite là, ma petite chienne, elle voulait pas manger. Et j'ai commencé à me préoccuper. Il fait chaud. Je me suis dit, qu'est-ce qui va se... Elle mange pas, tout ça. Et je lui ai donné une friandise qui est à base de nourriture crue. Et elle l'a posée par terre. Elle l'a pas mangée. Et donc, j'ai appelé le chat. Et j'ai dit, viens manger la friandise. Et elle a entendu ça. Elle a tout de suite été chercher la friandise et elle l'a mangée. Excellent. Donc, elle a entendu. Ouais. Oui, elle aurait pu juste venir ou pas, parce que est-ce qu'un chat est obligé d'accourir à chaque fois qu'on l'appelle? Non. Oui, elle a très bien compris ce que je voulais dire. Et le chat, lui, il s'en fichait parce qu'il dormait tranquillement. Donc, de toute façon, lui, il n'est pas venu. Mais je voulais voir si elle allait réagir et si elle allait finalement manger quelque chose. Elle a mangé. Ah, Et dans le livre, ça aussi, un exemple qui m'a frappé, où vous expliquez que, alors je sais pas lequel de vos chats c'est ou c'était, qui vous ramenait beaucoup de lézards et d'oiseaux, et vous avez oui, fini par lui dire, bon, t'es gentil, mais ça suffit, j'aimerais bien que tu me ramènes autre chose en fait. Et oui. que du jour au lendemain, elle s'est mise à vous rapporter des fruits. Et elle avait arrêté en fait. Oui, elle a, C'est elle a ça? plus jamais ramené. Oui, c'est Noche qui a fait ça. Elle a plus jamais ramené des lézards ou des souris ou des oiseaux. Je dormais avec la fenêtre un petit peu ouverte, comme ça, une fenêtre qu'on lève vers le haut. Et par la fenêtre, elle devait aller tôt le matin, je pense. Elle allait je sais pas où, parce que je sais même pas d'où elle sortait ses fruits, parce que c'est pas là où j'habitais. Il y avait pas des espaces comme ça. Et elle allait et elle revenait dans la gueule avec le fruit et elle le posait par la petite fente de fenêtre, elle le faisait tomber sur ma tête. C'est incroyable. Incroyable. J'ai envie de dire, comment on peut nier que justement ils comprennent Oui, ce qu'on leur dit avec des exemples comme cela. oui, mais mon chat de maintenant, il fait pas ça. Il n'y a pas moyen. C'est un chasseur et il n'y a pas moyen. Oui, voilà, après, comme vous l'expliquez, ça dépend des caractères. Un chat va peut-être pas forcément venir auprès de nous quand on est malade, ou peut-être écouter tout ce qu'on lui dit. Il faut faire avec ce qu'on a un petit peu, j'ai envie de dire. Voilà, ils sont tous différents. Donc, il faut accepter comment ils sont. Et peut-être noter aussi quand même, je trouve que c'est assez touchant, vous abordez la fin de vie aussi des Oui, animaux dans votre livre parce que je sais que pour certaines personnes, c'est un frein pour prendre un animal ou reprendre un animal parce qu'une fois qu'on... Voilà, je pense que toute personne qui écoute ce podcast et qui a peut-être malheureusement perdu un animal peut comprendre le déchirement que ça représente et vous expliquer que il s'approche à la fin, enfin, qu'il y a un certain rapprochement à la fin vers nous qui peut opérer, où des fois ils vont lutter pour pas partir trop tôt, pour rester un peu plus avec nous, ou justement ils vont se laisser aller quand ils savent que c'est bon pour nous. Je sais que je l'ai personnellement observé dans ma vie où on avait un chat avec mes parents et elle était très malade et on a dû déménager et elle a senti que c'était le timing pour elle et elle est partie qu'à ce moment-là. Donc vous parlez non. beaucoup voilà de cette fin de vie et du fait aussi qu'ils peuvent nous faire parvenir des messages. Tout comme je sais qu'on parle de plus en plus des signes de l'au-delà pour les humains. Il y a de plus en plus de podcasts avec des médiums qui expliquent les signes que peuvent nous envoyer des êtres chers qu'on a perdus et que ça aussi, vous l'observez avec les animaux. Oui. Alors, le meilleur livre ça, c'est quand même l'autre livre que j'ai écrit qui s'appelle parce qu'il y a 6 livres, donc il y a pas mal de sujets différents, mais c'est celui qui s'appelle Les animaux, leur chemin vers l'autre monde. Donc là, c'est un gros paquet à lire et là, je couvre tout. C'est-à-dire, je couvre on commence par la maladie, l'euthanasie, le passage, l'après-vie, les signes. Voilà, je couvre tous les sujets. Donc ça, c'est quand même celui qui est plus complet par rapport à cette thématique-là.
Mais en tout cas, voilà, vous expliquez que on peut avoir des signes de nos animaux aussi. Tout à fait. Oui, bien sûr. Ah oui, j'en entends tous les jours, hein. Les gens, ils sortent dehors, il y a les plumes blanches qui tombent devant leurs pieds, le livre qui leur tombe sur la tête, la musique de la radio, le, le nom, le nom de l'animal, alors que c'est juste pas possible. Sur une radio ou sur un bus qui passe, ou enfin des choses comme ça, des choses juste complètement pas du tout. Ça peut pas être des coïncidences. Ouais. Il y a beaucoup de choses comme ça, beaucoup de signes. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et la réincarnation dans tout ça, est-ce que Oui, c'est un sujet qui revient peut-être dans vos soins ou parce que je pense pas que vous l'abordez, je sais pas si vous l'abordez dans parce que j'ai pas fini de lire tout au livre, j'ai effectivement ma petite liste d'achats avec votre oracle aussi sur les chats. Est-ce que c'est quelque chose que vous abordez un peu la réincarnation ou peut-être oui, des fois on se dit alors est-ce que c'est telle personne qui s'est réincarnée en tel animal et ainsi de suite? oui. Alors, je l'aborde justement dans l'autre livre, Les animaux et leur chemin vers l'autre monde, un tout petit peu. Je l'aborde pas beaucoup parce que c'est des choses qu'on peut pas vraiment valider. Donc, c'est pour ça que je l'aborde pas beaucoup, mais j'ai donné quelques exemples de choses que vraiment, c'est quand même incroyable. Donc, on se dit, ça a vraiment l'air d'être une réincarnation. Mais j'aborde pas le sujet réincarnation, j'aborde juste le sujet réincarnation d'animal à animal. Parce que la partie humain-animal, c'est pas ce qu'on m'a appris des êtres d'Ao. Alors, je dis pas que du tout que c'est juste cette vérité absolue, j'en sais rien, mais voilà, c'est pas ce que j'ai appris. Je sais qu'il y a des traditions où ils parlent vraiment de ça, réincarnation d'humain animal et tout ça, comme la tradition bouddhiste, mais moi, comme c'est pas ce que j'ai appris, je l'aborde pas. D'accord. Ouais, c'était par curiosité. Et dernière petite question liée à l'au-delà, on va dire. J'ai déjà lu que certains pensent que les animaux peuvent voir des personnes de l'au-delà, ou des fois, par exemple, un chat va rester fixé à regarder quelque chose précisément dans le vide alors qu'il n'y a rien à voir, et des gens se disent, ah, mais peut-être qu'il a observé quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous, j'ai pas envie de dire où vous croyez, mais est-ce que les animaux peuvent voir des choses qu'on ne voit pas? Oui, alors moi, je suis sûre. Ils perçoivent, alors peut-être, je dis pas tous les animaux, mais en général, quand même, ils perçoivent la présence d'autres dimensions qui sont dans cette dimension. Et des choses que nous, on peut pas percevoir. Mais donc, c'est pas à chaque fois que le chat va fixer quelque chose au mur, nécessairement, Oui, bien sûr. mais les chats, oui, ils perçoivent des êtres d'autres dimensions. Enfin, moi, j'ai eu la preuve avec mes propres animaux, quand j'ai eu des expériences. Et donc, oui, ils perçoivent. Et est-ce que à votre avis, les animaux sauvages ont aussi cette même capacité à interagir avec nous? Oui, bien sûr, mais ce qui se passe, c'est que comme ces animaux sauvages et qui sont surtout sur un mode plutôt de leur survie, dans leur présent, et ils sont pas liés à nous, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc c'est pour ça que je l'enseigne pas. Quand je fais des enseignements, on travaille pas avec les animaux sauvages, sauf si j'ai des personnes qui vraiment sont des personnes qui travaillent dans des parcs et qui travaillent directement avec des animaux sauvages. Là, je vais les aider. Mais sinon, on fait pas ça parce que c'est juste un autre domaine, c'est autre chose. D'accord. Alors, j'ai eu la chance d'avoir pas mal d'expériences avec des animaux sauvages, notamment au Montana. Euh, mais c'était pas des expériences voulues, c'est des expériences parce qu'on était dans des situations de danger et il y avait que moi qui pouvais communiquer. Et c'était pas nécessairement quelque chose que je voulais faire et j'étais en danger, j'avais peur. Ah oui, je crois que vous en parlez au début du livre, c'est pas avec Oui, le cerf? oui, j'ai eu avec des élans, j'ai eu avec des cerfs, j'ai eu avec des ours. Enfin, j'ai eu des expériences qu'elles n'étaient pas du tout voulues. Oui. C'est dangereux. Mhm. Donc, ma philosophie, c'est les animaux sauvages, on les laisse tranquilles, le plus possible, parce que déjà, on prend toujours leur territoire, on les embête tout le temps, mais il faut les laisser tranquilles. Et donc, moi, je dis pas de communication avec les animaux sauvages, parce ils perçoivent la communication, et pour eux, c'est une intrusion pour eux. C'est pas pareil que je communique à mon chien, mon chat, ou le cheval du centre équestre, c'est pas la même chose. Et c'est perçu comme un danger quand même pour eux. C'est une D'accord. intrusion. Les humains sont toujours en train de leur prendre leur territoire et de... Oui. Ouais.
Et est-ce que, alors je pense avoir une idée pour la réponse, mais vu que j'ai lu votre livre, mais est-ce que vous avez une préférence ou un type de communication où vous sentez que vous avez un lien plus particulier avec un type d'animal? Alors, moi, j'aime tous les animaux, vraiment. Bien sûr. J'aime tous les animaux, mais les communications qui sont les plus faciles, c'est les chevaux. Oui, je pensais à cette réponse aussi. Oui, c'est plus facile. Et la facilité de voir ce qui se passe pour eux, pour moi, voilà, il y a une facilité avec eux. Mais sinon, je fais tous les jours des chiens, des chats, des oiseaux, des chevaux, je fais tout. Je fais plein d'animaux sauvages pour des parcs. J'ai fait des singes, j'ai fait des tigres, j'ai fait des ours, j'ai fait tout. Enfin, pas tout, mais j'ai fait plein d'animaux différents. Et peut-être, là on arrive à la fin du podcast, est-ce que vous auriez une de vos anecdotes préférées justement avec la communication animale ou un cas assez récent qui vous a soit scotché ou fait beaucoup rire? Alors, oh là là. Alors, évidemment, chaque fois qu'on me pose une question, je n'ai pas la réponse. Parce que j'ai toujours des tonnes de cas, mais quand on me demande, Ou celui qui vous vient, ça sera le bon, j'ai envie de dire. alors, je crois que le plus récent, c'était par rapport à la baleine qui était dans la Seine. Ils m'ont appelé pour Sea Shepherd. Enfin, c'était pas récent, hein, c'est l'année dernière, je crois. Et, euh, et j'ai pas énormément d'expérience avec des animaux marins, parce qu'on m'appelle pas tellement pour ça. Et ça, c'était vraiment extraordinaire, ça, de se sentir comme ça, comme un être marin, et où il était, et qu'est-ce qui se passait. Et après ça, j'ai fait pas mal de communication aussi pour justement cette femme incroyable. Voilà, oui, ça s'appelle Totoro, je crois, son association. Quelque chose Totoro. Et, euh, et l'expérience avec les animaux marins, c'est quand même spécial. C'est différent. Mais attendez, parce que je suis scotchée par... effectivement, on a beaucoup parlé en France de cette histoire de la baleine dans la Seine. Donc en fait, ils vous ont appelé, vous êtes Oui, allé donc sur place, j'imagine, sur un des bateaux qui était proche de la baleine et non, vous non. avez... Non, même pas. Non, j'étais à Los Angeles. À distance, c'est vrai, vous expliquiez, vous faisiez à distance. Oui, tout à distance. Et ça a été une expérience incroyable. D'abord, de travailler avec cette équipe, que c'est des gens vraiment extraordinaires, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Vraiment, les gens qui dédient leur vie comme ça, c'est franchement, on a besoin de plus en plus de gens comme ça sur notre planète. Franchement, notre planète, elle n'est pas en bon état. Et les animaux, il y a énormément de problèmes. Et donc, quand on se retrouve avec des gens comme ça, c'est extraordinaire, vraiment. C'est des personnes avec un cœur, avec une dédicace, des dedication. C'est pas le mot dédicace, mais un dévouement incroyable. Oui, leur parler, ça a été incroyable pour moi. C'est une très belle expérience. Et vous avez réussi à connecter un petit peu avec cette baleine? Oui, oui, j'avais réussi et je leur avais expliqué pas mal de choses. C'était un cas compliqué, hein. Incroyable. Merci de partager ça avec nous. Euh, Oui, Si jamais les gens ont envie de, comme vous disiez, de peut-être à pousser un peu plus, de se former à ce type de communication, il me semble donc que vous avez des formations que vous proposez sur Zoom. Donc ça, je mettrai le lien sur l'épisode. C'est quoi? Ce sont des petits modules de quelques heures par mois. alors, alors, il y a le gros stage. Donc, c'est le stage initiation à la communication animale. Donc, c'est plus qu'une initiation puisque je leur donne toute la technique, tout le protocole. Et on fait énormément de pratiques. Ça, c'est sur 3 jours. C'est vendredi, samedi, dimanche pour ceux qui sont de langue française. Euh, Après, donc ça, c'est le gros stage. À partir de là, ils ont les techniques pour communiquer. Ils ont tout ce qu'il faut. Et ça, vous en faites régulièrement. Oui, régulièrement. Oui. Il y en a au moins tous les 2 mois. Bon, après, pas les mois d'août et les périodes de vacances, non. Mais sinon, ça, c'est un stage qu'on donne régulièrement. Il y a le stage capacité extrasensorielle, qui est pour développer les capacités, donc la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, la clairconnaissance, etc. Donc ça, c'est pas lié aux animaux, mais pour ceux qui veulent se former à la communication animale, il faut qu'ils prennent ce stage-là, parce que justement, on ouvre ses capacités. Et après, il y a l'école, donc qui a été créée il n'y a pas tellement d'années en arrière. Et c'est pour les gens qui veulent vraiment se former à la communication animale, qui veulent être professionnels. Et donc là,
Donc, évidemment, il faut qu'ils fassent le premier stage. Et là, il y a des modules, des masterclass. Donc, c'est sur 3 ans à peu près. Et ça, c'est pour vraiment se former professionnellement, avec des techniques pour résoudre les problèmes de comportement et tout ça. C'est très, très avancé. Et tout ça, ça se fait sur Zoom? Même, peut-être Oui, pas l'école, j'imagine, quand même? oui, L'école aussi? tout est sur Zoom. Oui, maintenant, tout est sur Zoom. Bah, depuis Covid, tout est sur Zoom. Il y a plus... avant, je voyageais et je donnais des stages en présence dans plein d'endroits, dans des pays différents et tout. Mais non, là, maintenant, c'est sur Zoom. Et en fait, c'est quelque part, c'est mieux. Je trouve que les gens, ils apprennent mieux. Et ça permet à la personne qui est au fin fond de la campagne, qui peut apprendre sans qu'elle ait à monter en un train quelque part et un avion. Donc, c'est mieux. C'est mieux. Mais c'est vrai que ça manque. Évidemment, il y a pas les échanges en présence, les petits gâteaux, les jus de fruits. Il n'y a pas tout ça que je donnais aux gens. Et puis les conversations en pause. Il n'y a pas tout ça. Mais les gens, ils apprennent mieux en ligne. Super. Et puis il y a bien évidemment aussi tous vos livres, parce que je me dis si les gens ont envie de se lancer là-dedans, peut-être la première étape c'est commencer avec vos livres, se renseigner, parce que Oui, au final, quand j'ai fait mes recherches, quand on tape ne serait-ce que communication animale, il n'y a pas non plus tant d'ouvrages que ça. Il y en a oui, certains, c'est apprenez à communiquer avec votre chat, mais on se demande un petit peu d'où sortent tous ces conseils-là. oui. Il y a un peu tout et n'importe quoi et en même temps, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est vrai que je recommande forcément vos ouvrages. Et le mot de la fin, j'ai envie de vous le laisser, si ça vous va. Si vous vouliez que les gens retiennent l'essentiel ou le message principal que vous aimeriez leur faire passer par rapport à la communication animale, ça serait quoi? Oui. Alors, juste petit retour sur les livres. Donc, moi, j'aime beaucoup écrire parce que mon père était écrivain et j'aime beaucoup écrire. Et donc, il y a beaucoup d'ouvrages. Mais celui qui est sur la communication animale, c'est quand même celui-là. Communiquer avec les animaux, oui. Voilà. Après, il y a le livre l'au-delà. Après, il y a le livre sur des chats. Voyage initiatique avec les chats, les livres sur les chevaux. Il y a beaucoup d'autres livres, pour ceux qui aiment les animaux, en tout cas. Euh, alors, je pense que la chose la principale à comprendre, et en fait, on a commencé avec ça quand on a parlé de Hawaï, c'est savoir que tout est conscient. Le chien qui est là, il comprend, il est conscient, le chat, le cheval, ils comprennent tout. Ils sont conscients. Et c'est l'apprentissage de cette conscience qui compte. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir transformer les éléments sur notre planète. C'est en sachant que tout est conscient et que tout est lié. Et ça, je pense que c'est partir avec ça. Je pense que c'est la chose la plus importante à savoir. Parce que pas tout le monde a la capacité de le comprendre à l'intérieur d'eux. Ils peuvent le savoir peut-être intellectuellement, parce que de nos jours, on parle beaucoup de conscience, mais c'est quelque chose que quand on comprend vraiment dedans, et en fait, on a commencé avec ça en parlant de Hawaï et de cette terre qui était consciente, mais tout est conscient. Et ça, c'est ce qu'on m'a appris avec les expériences spirituelles dont on n'a pas parlé, c'est très délicat, mais c'est ce qu'ils m'ont appris, les premières choses que j'ai appris dans ces autres dimensions, c'est que tout ici est conscient, même la pierre, elle est consciente, tout. Et puis c'est vrai, j'aperçois les arbres derrière vous. Ça aussi, c'est un sujet sur lequel j'aimerais creuser, peut-être trouver un spécialiste pour en parler. La communication des arbres entre eux, ça aussi, c'est Oui, juste bluffant. Enfin, c'est... une anecdote justement avec cet arbre-là, que ça, c'est un guava tree, donc c'est des guavas. Et, euh, et en fait, quand j'ai pris cette maison, j'ai pris ce lieu en 2019. Et il n'y avait pas de fruits. Il n'y avait pas de fruits. Et je disais, mais c'est quand même bizarre. Tous les voisins, tous ceux qui ont des guavas tree, quand je marche la petite, il y a des gros guavas, ça, et je ne me rappelle plus quelle saison c'est, mais il y a toujours des fruits. Et moi, ils ne donnent pas de fruits. Et un jour, ici, il y a des jardiniers qui font les tours des maisons. Et il a dit, je vais couper l'arbre parce qu'il ne donne pas de fruits. Alors, et là, je lui ai dit, ah non, non, ça c'est hors de question. On va pas tuer un arbre parce qu'il donne pas de fruits, le pauvre. Et c'est pas parce que j'ai pas besoin qu'il me donne des fruits. Il est là, il va rester là. On va pas l'embêter. Et j'ai assisté. Il voulait vraiment couper l'arbre, le jardinier. Non, non, t'es là, il me parlait en espagnol. Et j'ai dit, bon, non, c'est pas grave, il a pas besoin de me donner quelque chose. Il me donne sa beauté et sa présence, ça me suffit. Et donc, j'ai été parler à l'arbre et je lui ai dit, tu fais pas attention à ce que tu dis le jardinier, tu pourras rester, tant que moi je serai là, tu resteras là et je te protégerai. Et moi, je t'aime comme tu es, t'as pas besoin de rien me donner. Mais alors, donc ça, c'était 3 mois avant, et à la saison, j'ai eu un déversement de fruits, mais à chose d'incroyable.
tout le sol était jonché de fruits. Incroyable. Et je l'ai filmé, hein, je l'ai mis sur Instagram. Alors que cet arbre n'avait jamais donné de fruits. Même la personne qui habitait là avant m'a dit, non, mais lui, il donne pas de fruits. C'est quand même incroyable. J'en ai la chair de poule. La petite anecdote. Il y en avait des tonnes. Oh, Il y avait tellement de fruits que j'en ai donné aux voisins et tout ça. Il y en avait des tonnes. Voilà. incroyable. Donc oui, tout est conscient. Voilà. Si tout le monde peut repartir avec ce message. Merci du fond du cœur, Leïla. Je sais que vous avez en Et de plus un rien. emploi du temps chargé. Et c'est vrai que depuis Oui. des mois, je me disais, ça va se faire, j'ai confiance. Et voilà, je suis tellement ravie qu'on ait pu avoir cet échange, pouvoir porter ce message aussi, parce que je sais que dans les auditeurs et auditrices du podcast, il y a beaucoup de gens qui écoutent beaucoup et même principalement pour la partie voyage, mais c'est ce qui me plaisait aussi de pouvoir, voilà, peut-être ouvrir des portes ou en tout cas amener des connaissances sur tout ce qui touche au bien-être, à la conscience. Donc merci du fond du cœur pour votre temps. Merci Camille. Merci beaucoup. Je suis tellement contente. Merci infiniment. Merci, c'était un plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci à vous. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis de vous évader, de voyager, avec des pistes et des idées pour prendre soin de vous. N'hésitez pas à évaluer ce podcast et à le partager. À bientôt.